Vous regardez Média en TV Afrique, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année, premier numéro de l'année 2021 pour votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse. Des tabous, des interdits de faire ou de dire occupent une place réelle et largement inconsciente au sein d'une famille. Comment aujourd'hui et pourquoi lever le tabou dans une famille? On en parlera en première partie d'émission. Nous allons également avec mes invités plancher sur la thématique liée au code secret. Pourquoi tant de codes secrets chez les jeunes? Nous allons aborder la thématique en fin d'émission. Et pour décortiquer avec moi toutes ces thématiques, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau de Génération News Nathan. Vous êtes étudiant en management des affaires. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Régis. Et juste à côté de vous, Bérénice, étudiante en sciences juridiques, deuxième participation évidemment à Génération News. C'est un plaisir de te recevoir sur le plateau. Merci Régis, merci Génération News. Et nous allons évidemment continuer dans cette lancée des présentations avec Samantha. Vous êtes diplômée en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur le plateau. Merci Régis. Et on va terminer avec notre ami Rémi, étudiant en microfinance. C'est également un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News. Merci Régis. Alors les amis, le décor étant planté, nous allons tout de suite plancher sur la première thématique liée évidemment au tabou au sein d'une famille. Alors, il y a un personnage que vous connaissez tous évidemment, Sigmund Freud, désignait le tabou comme la manifestation de la civilisation, que nous avons tendance évidemment aujourd'hui à utiliser comme le fait de mettre ou d'installer des obstacles au sein d'une famille. Nathan, comment expliquer aujourd'hui qu'à une époque qui est la nôtre aujourd'hui, où la parole elle est débridée, le tabou est toujours aussi présent, installé au sein d'une famille? Alors, merci Régis pour la question. Je crois que si le tabou est préservé, encore dans nos familles traditionnelles, il faut préciser généralement, c'est qu'on a une peur. On a une peur que l'on découvre ou que les enfants découvrent, parce qu'il est question de la jeunesse et des enfants principalement, que les enfants découvrent ce qu'ils ne devraient pas, ou ce qu'on pense qu'ils ne devraient pas découvrir. C'est cette peur-là, cette crainte-là qui fait qu'autour de certains sujets, autour de certaines questions, on garde un voile. Et c'est ce voile-là, généralement, qu'on appelle le tabou. Et en parlant de voile, Samantha, comment aujourd'hui lever ce voile au sein d'une famille? Merci Régis pour la question. Donc, comment relever le tabou au sein d'une famille? Moi, déjà, je dirais qu'en communiquant déjà avec nos enfants à la maison, donc à trouver des mots justes pour pouvoir leur donner la bonne information, pour trouver la bonne information et qu'ils n'aient pas cherché cette information-là dehors ou via Internet ou oui, parce que comme on le dit aujourd'hui, il y a l'éducation qu'on reçoit à la maison, il y a l'éducation de la rue, il y a l'éducation de la rue également, voilà, donc c'est un peu ça. Donc il va falloir déjà communiquer à la maison. Donc les parents doivent communiquer avec les enfants, trouver des mots justes qui vont permettre aux enfants de mieux comprendre, parce que déjà à la maison, on a l'éducation que l'on a reçue de nos parents et ce sera vraiment c'est différent de ce que l'enfant ira chercher dans la rue. Donc je pense que c'est comme ça en communiquant. Rémi, vous êtes d'accord avec ce que Samantha avance évidemment avec son argumentaire, et la communication, ça reste la base aujourd'hui pour essayer de lever ce tabou au sein d'une famille? Effectivement, merci d'abord pour la question. Effectivement, la communication est la base de ce tabou-là. Et au-delà de la communication, il ne suffit pas simplement de communiquer, il suffit de bien communiquer. Parce qu'on a souvent tendance à diaboliser cette relation-là qui existe entre parents et enfants, parce qu'on s'est dit que le parent est supérieur et l'enfant est inférieur. Or, ça doit être une relation où on ressent vraiment la réciprocité de la communication. C'est-à-dire l'enfant va vers le parent et le parent également va vers l'enfant. Et pour ma part, pour les deux, c'est le parent qui effectivement devrait aller vers l'enfant, parce que
l'enfant lui pense que ce qu'il est en train de faire est normal. L'enfant pense que le monde dans lequel il évolue est normal. Mais aujourd'hui, par exemple, on assiste, parce que comme Nathan l'a souligné, il a parlé, un point que j'ai souligné en parlant d'interdit. Oui. On va y revenir évidemment, mais en ce qui concerne les parents, parce que vous avez parlé du contact, le fait que les parents doivent aller vers les enfants pour essayer évidemment d'installer cette forme de communication que Samantha a eu évoqué dans son argumentaire, mais on se rend compte que le tabou est toujours là, installé au sein des familles. Est-ce que quelque part ça renvoie au fait que beaucoup de parents sont démissionnaires par rapport à cette mission-là? Et c'est quand même une question assez pertinente. Lorsque l'on fait une autopsie de la société, on se rend compte que malgré l'éducation qui est mise en place, il y a toujours des enfants qui sont orientés vers des choses qui ne sont pas bonnes. Et le parent, lui, à ce niveau, doit prendre ses responsabilités. Le parent doit, à ce niveau, prendre ses engagements pour effectivement éduquer l'enfant sur la bonne voie. On remarque aujourd'hui que ça existe toujours parce qu'il y a des parents qui n'ont pas encore pris connaissance, qui n'ont pas encore pris conscience même de l'importance de discuter avec l'enfant, d'échanger avec l'enfant et de faire de l'enfant ton ami, de faire de l'enfant ton compagnon en s'adaptant effectivement à ses réalités, en s'adaptant à ses vécus et en s'adaptant à sa vie extra-familiale. S'adapter à la vie, Bérénice. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, on doit revoir notre manière de communiquer avec nos enfants en ce qui concerne évidemment les parents? Vous avez été jeune, vous êtes passé par cette forme d'adolescence et de jeunesse. Est-ce que c'était plus difficile pour vous d'aller parler, par exemple, de sexualité avec votre maman? Merci Régis pour la question. Effectivement, c'était assez compliqué, ou encore, s'il faut dire complexe, d'aller vers sa maman. Déjà, quand on est adolescente, on a c'est une phase de transition qui est assez compliquée. Oui, évidemment, on se cherche un petit peu, on n'a pas de point de repère. Voilà. On ne sait pas si on part dire, on va nous prendre pour quelqu'un qui pratique déjà la chose ou encore qui connaît la chose ou qui a déjà des idées par rapport à la chose. Et on se met ce blocus-là, on se dit, comment faire pour expliquer cela? Et malheureusement, c'est triste, c'est même dommage. Nous, les jeunes, on préfère les assumer nous-mêmes et en fonctionner par rapport à notre logique. Au lieu d'aller vers une personne qui pourra mieux nous enseigner, mais en cela, mieux nous expliquer les rouages de ce genre de choses. Je veux revenir sur... Vous voulez rebondir sur un point? Allez-y. Par rapport à ce que Bérénice a dit, on ne va pas tant condamner les jeunes parce que... pour nous les jeunes, lorsqu'on va vers le parent expliquer un certain nombre de choses en rapport avec la sexualité, on a peur d'être jugé. Ces derniers ont peur d'être jugés et ils vont se dire, bon, si je vais vers mon père, si je vais vers ma mère, mon parent va me juger et il risque de me taper. À cause de cette chicotte au dos, l'enfant va se tourner vers des personnes avec qui il se sent plus à l'aise de discuter de ce sujet-là. Et je vais terminer en disant qu'effectivement, le parent doit faire de son enfant son ami. On doit être à mesure de discuter de la sexualité, de discuter de ce qui se passe effectivement dans la vie de l'enfant. Parce qu'il n'est pas interdit de tomber amoureux. Tu dis ça à ton enfant, mais c'est ce qui se passe après l'amour qui est interdit. Tu peux justement fréquenter une personne, mais je t'oriente vers ceci, vers cela. Et l'enfant, ayant connaissance de ces choses-là, va maintenant mieux appréhender la vie sexuelle, va maintenant mieux appréhender cette vie extra-familiale pour ne pas subir des conséquences assez néfastes. Et justement, on va revenir à toi, Nathan. Samantha, je veux revenir évidemment sur ce point qui a été souligné par Nathan en parlant d'interdiction. Rémi a parlé de jugement. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir ces interdictions et ces jugements, ça crée aussi quelque part cette volonté du jeune, de l'adolescent, de sortir et d'aller évidemment découvrir cette forme, on va dire, de vie extérieure. Est-ce que tout ça, ça ne conduit pas quelque part à une forme de dépravation en ce qui concerne les jeunes? Bon, merci déjà pour la question. Donc, je voudrais dire que Nathan, en parlant de l'interdit, et Rémi, en parlant du jugement. Mais je pense que les jeunes ou encore les adolescents, aujourd'hui, préfèrent
aller chercher l'information de par leur propre expérience. Au lieu de... Même expérience, ils n'ont pas vraiment une forme d'expérience. C'est-à-dire, ils préfèrent aller chercher l'information au lieu que l'information leur soit donnée au niveau de la famille. Oui, mais est-ce que le fait d'avoir ce tabou au sein de la famille, ça ne crée pas une forme de curiosité pour les enfants et, voilà, donc, exactement, ça crée une curiosité. Et c'est ce qui pousse à l'enfant d'aller chercher ailleurs parce qu'il se dit qu'à la maison, je n'ai pas eu cette information. Et quand on m'a caché certaines informations. Et nous tous, nous savons que, comme Bérénice l'a si bien dit, que l'adolescence, c'est une transformation, on va dire, physique, psychique, voilà. Oui, évidemment, et tout. Donc, on se découvre soi-même sur plusieurs plans. Et voilà, donc, et puis tu essaies de regarder, tu vois, ta morphologie a changé, ainsi de suite. Donc, tu te poses certaines questions. Et peut-être tu vas aller vers les personnes qui pourront t'aider, mais tu vas peut-être d'abord aller vers ta famille, donc essayer de... Mais comme on sait tous, on a bien dit, nos parents sont à ce niveau. On a encore le culte. Voilà, donc, et c'est ça. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a certains parents qui essayent de désister. Excuse-moi de te couper la parole. Il y a des parents, en fait, qui... Il y a comment dire là, cette barrière, ce blocage. Ce qui fait qu'il y a ce tabou qui est là. Et les parents, déjà, eux-mêmes, ils se disent que mieux on n'en parle pas. Les enfants iront prendre l'information à l'école et à la société. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui se disent ça. Ils préfèrent ne pas parler, discuter avec l'enfant. Ils disent non, la sexualité, je prends exemple, que l'enfant va l'apprendre à l'école, alors que c'est tout faux. C'est tout faux. Et c'est même dangereux. Et à l'école, on ne montre presque rien. Voilà. C'est après, nous... Avec nos smartphones et autres, on ira taper autres et on trouvera des informations. Et par rapport à ça, parce que c'est très intéressant ce que Bérénice est en train de dire, Nathan, par rapport à ça, est-ce que quelque part on peut aller dans le sens en disant à chaque époque c'est mœurs et à chaque famille son lot de secrets. Faut-il voir aujourd'hui le tabou sous cet angle? Déjà, comme je disais dès le départ, c'est que le tabou, c'est le voile qu'on met pour ne pas choquer. D'accord. Les parents se disent, ces questions-là, dans la famille, on n'en parle pas. Et de quelles questions on parle? On parle des abus sexuels. On parle des violences. Des violences, des adultères des parents. Ces questions, on n'en parle pas. C'est un voile qu'on met sur les questions. Et on dit, à ces questions, l'enfant n'aura pas accès. Le problème, c'est qu'en vérité, le tabou n'existe plus tellement. Plus que Internet est là et que les enfants sont exposés à tout ce qu'il y a comme nouvelle technologie et que la question, par exemple, de la sexualité est une question offerte. Les chaînes de télévision qui sont des éducateurs, on le voit. Internet nous le présente. Donc, au final, les parents devraient être des facilitateurs. Maintenant, aujourd'hui, plus que la question est déjà là et que l'enfant se retrouve avec des questions, qui va répondre à ces questions? Le parent devrait être capable de répondre aux questions que se pose l'enfant parce que Internet suscite quelque chose, mais Internet n'enseigne pas totalement. Donc les parents devraient être le facilitateur qui va ouvrir maintenant à l'enfant l'intelligence pour comprendre que ceci n'est peut-être pas bon pour moi à ce moment-là. Il faudrait que j'attende, il faudrait que je fasse attention à X ou Y chose. Et en parlant de tabou, Rémi, évidemment, Nathan l'a très bien souligné, le tabou, il est assez général, c'est assez éclectique. On a parlé de tabou sur les violences faites aux femmes ou aux hommes, parce que ça existe aussi. On a parlé du viol, on parle de beaucoup de tabous, en tout cas, aujourd'hui, dans la société de manière générale. Mais en ce qui concerne la famille, parce que lever le voile, pour utiliser ton expression, Nathan, au sein d'une famille, pour chasser le tabou, il va falloir quelque part dénoncer. Est-ce que le fait de dénoncer, on ne va pas aussi créer une forme d'instabilité dans la famille? Et effectivement, le fait de dénoncer va créer une forme d'instabilité. Et pour ma part, c'est la manière qu'il faut employer pour dénoncer ces tabous-là. Et la méthode est très importante parce que la façon dont on véhicule un message qui est dangereux ou on véhicule un message qui est important, la manière dont on voudrait que la personne assimile ces messages doit être primordiale dans ce que l'on veut faire. Et effectivement, il faut le dénoncer parce que même si on le cache,
l'enfant va le découvrir ailleurs. Et en le découvrant ailleurs, ça devient encore plus dangereux. Mieux vaut en parler au niveau de la maison, au niveau de ce cercle familial-là, et la communication sera plus fluide parce qu'on s'est dit, c'est mon père qui me parle, c'est ma mère qui me parle, et ce que ma mère me dit, je me dois de le comprendre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que ce que vous dites, c'est évidemment c'est très intéressant, c'est la démarche même qu'il faut aujourd'hui utiliser. Nathan l'a souligné dans son argumentaire au début de cette émission en parlant de tradition, en parlant de coutume, parce que n'oublions pas, nous sommes sur un continent où évidemment la tradition, c'est le leitmotiv même de plusieurs de notre société de manière générale. Samantha, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec nos parents qui sont encore attachés, ancrés à la culture, ça va être aujourd'hui facile d'aborder dans le sens de Rémi, la communication, aller vers, parce que beaucoup de parents sont encore réfractaires, parce qu'on est beaucoup plus dans la culture, la tradition. Vous pensez que ça va être facile aujourd'hui d'aller dans cette démarche-là? Non, je ne pense pas que ce sera facile, parce que nos parents aujourd'hui, comme c'est culture, ce sont les principes que leurs parents leur ont enseignés et même voilà, évidemment, aussi, on veut rester dans une sorte de tradition on veut rester léguée, aussi dans cette tradition. Et quelque part aussi, je me dis qu'ils ont peut-être peur de pouvoir aborder certaines questions de sexualité. Oui, mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes grande sœur, je suppose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes assez ouverte en tant que grande sœur de chasser le tabou avec la petite sœur ou le petit frère? Moi, je dirais aujourd'hui oui, parce qu'il le faut bien. Parce que si on reste dans cette optique, on ne va pas briser le tabou. Tout le temps, on ne va pas briser le tabou. S'il faut rester comme ça sans communiquer, sans prodiguer des conseils, on ne va pas briser. Donc moi, je pense que maintenant, notre génération, donc la jeune génération, nous devons briser ce tabou en parlant, en devenant amis avec nos enfants. Donc communiquer avec le plus simplement aussi, avec nos parents, dit, voilà, oui. communiquer le plus simplement possible pour faire comprendre à l'enfant que voilà, il y a telle ou telle situation, arrivé à un certain âge, tu vas devoir l'expliquer et puis prodiguer aussi des conseils à l'enfant pour ne pas que l'enfant aille chercher, même si l'enfant va chercher l'environnement à l'environnement externe, mais à la maison, ce sera plus parce qu'avec des conseils de ton parent, de ta maman. Évidemment, c'est plus facile de mettre en application et élever le tabou. Elle a parlé de génération, évidemment, cette génération qu'on représente aujourd'hui sur le plateau, Bérénice. Est-ce que le fait que le tabou soit toujours, même si Nathan a voulu l'élever en disant que le tabou n'existe plus et avec l'avènement des nouvelles technologies, mais est-ce que le fait que ça soit encore un petit peu installé dans certaines familles, est-ce que ça empoisonne la future génération ? Je dirais oui, ça empoisonne la future génération parce que si on ne trouve pas si on n'essaye pas de trouver des méthodes ou encore des situations pour pouvoir communiquer et, comme l'a dit Rémi, bien communiquer sans pourtant mettre le côté intime de l'enfant en risque ou en danger, je pense que ça pourra aller. Mais si on garde nos mêmes us, nos mêmes coutumes et, s'il faut dire, la religion, on n'ira pas, ça ne va pas changer. En gros, ça ne va pas changer. Il faut déjà, et nous-mêmes, essayer de pouvoir nous dire qu'on peut aller vers l'enfant et que l'enfant se dit, papa n'est pas le Dieu suprême, il y a un Dieu qui existe, papa n'est pas le Dieu suprême, c'est l'homme qui m'a mis au monde, donc c'est lui qui est mon père, c'est lui qui doit normalement me guider, c'est lui qui doit me montrer le chemin à suivre. Pareil pour la maman. C'est comme ça en fait qu'on réussira à pouvoir changer la génération future. Mais si on n'arrive pas déjà à pouvoir communiquer, évidemment, la communication, ça reste la base, même l'épicentre, même, on va dire, pour créer une forme de béatitude et félicité au sein d'une famille. Elle a parlé de religion. Je veux venir à toi, Nathan. Est-ce que faut-il aujourd'hui voir ou bien on va dire faire un pont entre la religion et le fait qu'aujourd'hui le tabou soit ancré au sein d'une famille? Parce que n'oublions pas que la religion aussi a ses principes, que par religion, on va dire, par respect de la religion, on évite parfois d'aborder certaines thématiques, certains sujets au sein d'une famille parce qu'on estime que la religion ne nous le permet pas. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire un pont entre les deux, entre tabou et religion? Merci Régis. La question ici est de savoir est-ce que la religion
encourage le tabou dans un certain encourager, sens. c'est peut-être pas le verbe qui s'y est, mais en tout cas, c'est pas très loin. Comme si elle le ouais. maintenait, en fait. En fait, parce qu'il y a des questions qu'on se dit on ne doit pas aborder. Dans la religion, on ne doit pas poser ces questions. On ne doit même pas en parler. Mais je pense que ce n'est pas vrai. Parce que la religion doit être celle-là qui apporte la lumière dans la famille. Et on sait que dans les familles, dans toute famille, il y a ce tabou-là. Il y a le tabou général, mais il y a le tabou propre à chaque famille. En fait, la question dangereuse, c'est la question du tabou propre à la famille. Parce que je prends un exemple, je n'aimerais pas me retrouver, par exemple, à prendre l'adultère de mon père dehors. Est-ce que vous voyez un peu ? Or, j'aurais pu l'apprendre à la maison. Mon père, peut-être, ça a déjà éclaté entre eux, maman et papa. Bah oui, parce que en général, les parents ne sont pas très soucieux de ça, hein, des répercussions sur les enfants. Sur les enfants. Et c'est aussi ça. Et tu te retrouves, par exemple, c'est dehors que tu apprends que ton père est un adultère. Et parfois, ça va dans tous les sens. Et l'enfant reste encore là comme ça avec des questions. Et parfois la religion aussi n'encourage pas. Les parents sont religieux, on ne veut pas en parler parce que ça dérange. On veut garder l'image du Père très saint qui est au-dessus, qui est sans faute. Oui, Rémi, allez-y, je vous sens partagé par rapport à l'analyse de Nathan. Allez-y. Effectivement, j'allais prendre la parole par rapport à ce qu'il a dit. Et pour essayer un peu de renchérir. La religion, effectivement, doit épauler les missions des parents dans l'éducation des enfants. La religion est ce socle-là où on a souvent tendance à croire que nous sommes vêtus des vêtements blancs et que lorsque nous faisons des choses qui sont contraires à la religion, automatiquement nous sommes pointés du doigt et on veut se cacher. Or, ce sont des choses aussi, comme l'a dit Nathan, que l'on doit aussi briser. Nous ne devons pas croire que le fait d'être à l'église avec nos enfants, parce que le pasteur ou bien le prêtre a dénoncé une chose selon laquelle je suis fautive, que je dois maintenant regarder l'enfant comme si, voilà, quoi, c'est le papa qui est là, il a fait une faute, mais c'est vrai. Mais toi également, tu ne dois pas faire la même chose. Donc la religion doit effectivement encourager l'éducation des parents, l'éducation également des enfants. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans ce cercle familial-là, parce que les milieux ne sont pas les mêmes, nous avons le milieu religieux et le milieu familial. Le milieu familial, c'est le milieu dans lequel l'enfant est censé grandir et il doit grandir là-dedans. Et les parents sont les premiers missionnaires même des enfants, sont même les premiers pasteurs même des enfants. Donc, si les parents ne sont pas à mesure d'éduquer l'enfant sur un certain nombre de choses, il y aura toujours des interdits. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on ne m'apprend pas sur cette question, je vais chercher l'information ailleurs. Et en voulant chercher l'information ailleurs, je suis exposé à tout danger. Donc le parent doit, pour revenir rapidement sur la tradition aussi, le parent doit briser ce verre-là aussi, parce que nous avons des comportements, des us qui sont intrinsèques à nous, des valeurs qui sont intrinsèques à nous, parce que si on brise ces valeurs, on va se dire, vous êtes contre la religion, vous êtes contre la culture, vous êtes contre la culture. Mais le modernisme aujourd'hui nous apprend un certain nombre de choses, c'est qu'il faut s'adapter à la réalité. Les coutumes, certes, ont leurs valeurs, les coutumes, certes, ont leur mission au niveau de l'homme, mais on ne doit pas mélanger les choses. Il faut que l'on sache faire la part des choses, c'est-à-dire lorsque nous sommes en coutume, on parle coutume, on dit tu respectes ton père et ta mère, tout simplement. Mais lorsque nous sommes en famille, on dit à l'enfant, j'ai l'impression que tu commences à devenir amoureuse, j'ai l'impression que tu commences à devenir amoureux. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui te suit? Ça, c'est quand même très difficile de voir ça au sein de nos familles. Mais je suis d'accord, hein, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut aller aujourd'hui. Justement. Et pour arriver là, Monsieur Régis, il y a quand même des méthodes et des mécanismes. Ce n'est pas du jour au lendemain que le parent va se lever et va dire à son enfant, toi tu es déjà amoureuse, tu as déjà les seins et tout. Non, pas du tout. C'est-à-dire, les deux doivent construire un cercle de confiance. L'enfant doit être à mesure de se sentir en sécurité avec l'enfant pour qu'il ait cette liberté de s'exprimer. Le cercle de confiance, voilà. c'est assez important, Bérénice, parce que évidemment on a parlé sur ce plateau, on parle du tabou, comment aujourd'hui briser le tabou, mais est-ce que quelque part aussi le tabou n'a pas un apport positif, on va le dire ainsi, au sein d'une famille, parce que ça permet aussi quelque part de protéger la famille?
Protéger dans quel sens, Régis? Dans le sens où, si jamais, comme on dit, la nouvelle explose, s'il y a un sujet qui est tabou, parce que Nathan l'a dit, le tabou est parfois propre à une famille. Et si jamais le tabou explose, ça peut, comme on a dit, fragiliser la famille. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi voir sous un autre angle le fait que le tabou peut aussi protéger quelque part une famille? Je dirais oui. Parce que déjà, nous sommes des familles africaines. Venir déjà, comment dire, exposer, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et moi, je donnerais une solution à cela. C'est pas de venir l'exposer comme ça. Essaye de voir la personne avec qui, comme Rémi a parlé de confiance, avec la personne avec qui tu te sens mieux en confiance, tu expliques ou encore tu exposes à cette personne. Tu sais au moins que ce fait ne sera pas généralisé directement comme ça, exposé devant tout le monde, mais tu essaies de voir la personne avec laquelle tu as le plus confiance, il faut dire ainsi. Oui, plus d'affinité. D'affinité. Et elle, en tant que grande, bien sûr, elle va essayer de pouvoir détourner cette situation pour qu'elle ne soit pas exposée, mais d'une situation assez calme et assez noble pour pouvoir en discuter en fait. Je pense que c'est comme ça. C'est vrai que c'est assez difficile. Oui, mais il faut quand même essayer. C'est difficile, mais il faut essayer. Parce que c'est en essayant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en essayant qu'on pourra aller de l'avant. Parce que si on n'essaye pas, si on ne commence pas déjà à pouvoir briser la glace, on ne va jamais... Et en parlant de briser la glace, on va essayer de briser la glace en deuxième partie d'émission pour comprendre pourquoi les jeunes entendent de codes secrets. On marque une courte pause, on se retrouve dans une poignée de minutes. A tout de suite sur Média TV Afrique. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons tout de suite nous intéresser à un phénomène, en tout cas, qui nous-mêmes, on va le dire ainsi, on est très concernés, très impliqués dans ce phénomène-là. Il s'agit évidemment de codes secrets, de mots de passe, on va le dire. Alors, Rémi, on a un mot de passe pour l'ordinateur, un mot de passe pour le téléphone, pour le code Wi-Fi, pour la carte bancaire. Pourquoi autant de codes secrets ? Alors, merci Régis. C'est vraiment un sujet assez important qui fait couler beaucoup de salive aujourd'hui et il faut vraiment en parler. Aujourd'hui, pourquoi on a tant de codes secrets? De prime abord, je dirais pour une question de sécurité. Parce qu'on s'est dit, lorsqu'on a un objet qui nous appartient, on se doit de le sécuriser pour sécuriser toutes les informations qui s'y trouvent. Parce qu'en mettant nos informations, ça touche directement à notre personne, à notre personnalité. Et si c'est ouvert à tout le monde, notre vie devient effectivement exposée. Et en dehors de la sécurité, nous avons aussi la confidentialité. C'est-à-dire, on veut toujours cacher ce qui nous appartient. Vous-même, vous le constatez, d'ailleurs, vous-même, vous le faites. C'est-à-dire, lorsque vous quittez votre maison, vous fermez votre chambre, vous fermez votre porte centrale, c'est pour sécuriser toutes ces choses qui sont là à l'intérieur. Donc, on ne veut pas exposer notre vie, on ne veut pas exposer tout ce qui se trouve dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, parce qu'on s'est dit c'est important pour nous. Et Samantha, parce qu'il a parlé de, évidemment, mot de passe, que ce soit dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, on a un mot de passe ou sur le téléphone, mais est-ce que vous sentez beaucoup plus en sécurité lorsque vous avez un mot de passe, par exemple, d'un compte bien précis? Vous sentez vraiment cette forme de sécurité-là? Oui, merci pour la question. Bon, pour moi, je dirais oui. On se sent en sécurité parce qu'on se dit qu'il y a un code. Donc, c'est-à-dire que personne ne peut avoir accès si ce n'est que moi-même. Parce que si un code, le code, il est personnel, il n'est pas à divulguer à tout le monde. Donc, je me dis que si j'ai mon code bancaire, il m'appartient à moi. Quelqu'un ne viendra pas, prendre ma carte et puis aller retirer de l'argent. Prenons le cas du téléphone portable, par exemple. Aujourd'hui, évidemment, le fait d'avoir un mot de passe sur un téléphone dans le couple, on sait ce que ça peut causer. Mais on va revenir sur le fait de l'avoir soi-même. C'est-à-dire, est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est important, dès que vous achetez un téléphone, de le codifier automatiquement? Oui, bon, pour moi, c'est important. Si vous ne codifiez pas le téléphone, vous n'êtes pas à l'aise? Non, je ne serais pas à l'aise parce que dedans, il y a mes informations personnelles. Et donc, voilà, il va de soi que je dois devoir les préserver, les sécuriser en mettant un code.
Voilà. Il ne faut pas aussi oublier, Sam, que dans nos appareils ou encore notre smartphone, c'est toutes nos vies qu'on met dedans. Je parle de notre génération. Nous, c'est la génération, de Android, exactement. Génération connectée. On filme tout, vraiment tout est filmé. Juste pour se voir, même si on sait qu'on ne va pas partager, mais juste pour garder, pour se voir. Vous voyez que si des personnes lambda tombent sur ça, c'est toute notre vie en fait. C'est juste pour enchérir ce que ça nous Mais justement, parce qu'on a parlé, Rémi l'a abordé, vous l'avez abordé, Samantha aussi, en parlant, le mot en tout cas clé qui est sorti de vos analyses, c'est sécurité. Mais est-ce que nous le sommes réellement, Nathan? Est-ce que nous sommes réellement en sécurité avec ces mots de passe? En fait, Régis, j'ai envie de dire que si on a autant de codes secrets, c'est pour donner du travail aux pirates. En principe, j'ai regardé une émission où les pirates informatiques avaient prévu presque tous les virus pour chaque type d'application, chaque type de service sur les réseaux. C'est-à-dire qu'ils avaient tout prévu. Et je pense que vous avez entendu en 2014-2013 qu'Obama a été piraté jusqu'à ses codes secrets bancaires piratés par un pirate. C'est comme si les codes secrets donnaient du travail aux pirates informatiques. Et donc, ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas vraiment en sécurité. Aujourd'hui, et avec l'arrivée de la 5G, nous serons encore plus exposés. On pense être en sécurité, mais nous ne le sommes pas tellement. Nous ne sommes pas tellement. Non, et justement parce que, oui, allez-y Rémi. C'est vrai, nous ne sommes pas totalement en sécurité, mais pour ma part, c'est une partie de la sécurité. Et avant d'arriver c'est très inquiétant si on a une partie et qu'on n'a pas l'autre quelque part aussi. Mais il faut commencer d'abord justement par une partie avant d'arriver à une totalité de la sécurité. Et lorsque j'analyse les faits, c'est-à-dire vous avez parlé d'Obama qui a été piraté. Et là, il faut contextualiser les choses. Parce que lorsque je mets mon code secret, c'est pour me protéger de ce voleur-là qui pourra arriver à n'importe quel moment. Et lorsqu'il prend mon téléphone, il aura cette facilité d'avoir accès à mon téléphone, à mon smartphone. Et aujourd'hui, de nos générations, lors de nos générations, on se rend compte que le téléphone regroupe déjà tous nos réseaux sociaux. Parce que dans les années passées, on avait juste un téléphone qui prenait une simple puce qui n'avait même pas de Wi-Fi, qui n'avait même pas de connexion, rien du tout. C'était juste pour messages et appels. Et pour nous connecter à nos comptes Facebook, on allait dans les cyber. Pour nous connecter à nos comptes Twitter, on allait dans les cyber. Mais aujourd'hui, avec les téléphones que nous avons déjà rassemblé tout ça dans ces téléphones-là. Donc voilà pourquoi c'est quand même important de le sécuriser, parce qu'une fois tu as accès à mon téléphone, tu peux avoir accès à mon compte Facebook, à mon compte Twitter, à mon compte... tout simplement. Voilà, à la vie, voilà, à ma vie. Et c'est la raison pour laquelle la première chose, lorsqu'on achète un téléphone, une fois on a fait les mises à jour, on le sécurise d'abord. Tout simplement. On le sécurise à moitié. À moitié. Voilà. Et on va revenir, Samantha, par rapport évidemment à ce phénomène-là. Comme je disais, sur le plateau, évidemment, même moi, je suis impliqué dans ce phénomène-là. Mais je l'ai dit également en introduction, il y a beaucoup de mots de passe, du Wi-Fi, de l'ordinateur, de la carte bancaire, de Facebook, Twitter, Instagram. Comment vous faites pour vous retrouver avec autant de codes secrets? Est-ce que vous avez mis en place une stratégie, une méthode pour vite vous retrouver? Oui, merci pour la question. Bon, moi, j'ai mis une stratégie en place pour pouvoir me retrouver. Donc, j'utilise... Nous, on est preneurs. Voilà, d'accord. Moi, j'ai mis une stratégie en place pour pouvoir me retrouver. C'est-à-dire que j'ai mis un code, le même code partout, en fait. D'accord. Donc, ce qui fait en sorte que... Un code uniforme. Voilà, un code uniforme. Ou alors, si j'ai changé, franchement, c'est peut-être 2 chiffres. Mais tout est pareil, en fait. Le même mot de passe pour tous les comptes, pour tous les réseaux sociaux? Bon, en dehors des cartes bancaires. Mais sinon, Twitter, Facebook, les réseaux sociaux Instagram, voilà, c'est le même code pour éviter de se perdre, en fait. Parce qu'on ne peut pas se retrouver avec autant de codes. Facebook, tu as un code, Instagram, tu as un code, voilà, Twitter, tu as un autre code, mais... Est-ce que justement, Bérénice, par rapport à ça, c'est pas très dangereux? Parce que si on arrive à pirater son compte Facebook, on peut l'avoir sur tout le reste des réseaux sociaux. Exactement, c'est d'ailleurs ce que je voulais rebondir. Allez-y. Certes, c'est une méthode assez simple et classique de mettre
tous les codes par rapport aux différentes actualités que l'on a. Mais c'est très dangereux parce que si une personne réussit juste à avoir un seul code, il pourra tout retrouver en fait. Il pourra tout... Bon, je pense qu'il doit avoir d'autres solutions, mais celle-ci n'est pas la bonne parce que ça, c'est à vos risques et périls, s'il faut dire ainsi. Parce que si moi, je tombe sur votre code, et puis c'est souvent comme ça, si quelqu'un se dit qu'il a essayé ça, on va réussir immédiatement, ça va venir instinctivement. Tu vas mettre, voilà, tu vas mettre le même, essayer de voir si c'est pas la même chose. Mais alors que si on essaye de différencier ou encore, moi j'ai une méthode à moi je peux partagez, on est preneurs, dites-nous. Moi, bon, je fais, c'est à peu près la même chose, mais je prends exemple, si c'est 92, après je mets 93, après je mets 94. Bon, merci, on a une moitié du mot de passe. Non, mais... non, c'est un exemple que j'ai pris. Voilà, c'est un exemple que j'ai pris, j'ai pas dit c'est ça. Voilà, façon de chiffres. Et on va revenir, Nathan, en parlant de ces mots de passe, comme on l'a dit, hein, aujourd'hui c'est omniprésent, c'est partout aujourd'hui dans notre vie. Est-ce que quelque part, parce qu'on va s'attacher à la thématique que nous avons eue en première partie d'émission, en parlant du socle de la famille, est-ce que quelque part, le fait d'avoir des codes secrets, ça ne dit pas aussi, nos enfants. Je prends l'exemple simple, il y a des chaînes, par exemple, que des enfants ne doivent pas regarder à des heures tardives. Est-ce que le fait aujourd'hui d'avoir un code parental sur une télévision, ça éduque quelque part nos enfants? La question est assez complexe. Est-ce que ça éduque? En tout cas, ça leur dit qu'il y a quelque chose à découvrir là-bas. Donc qui ne pourront jamais découvrir. Leur curiosité. Mais ils finiront par découvrir. Comme je disais tantôt au départ que en vérité, le tabou est un peu levé sans qu'on se rende compte qu'on le veuille ou pas, avec la facilité qu'on a d'accès à Internet. Et Internet est une poubelle générale parce qu'il y a tout. Il y a tout. Et tout et n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'il faut coder ces chaînes-là. Parce que c'est dangereux pour l'enfant de s'exposer à ces images-là. Parce qu'après qu'il ait été choqué, il faudra l'expliquer. Pourquoi? Donc, pour ne pas arriver à expliquer pourquoi, vaut mieux prévenir que guérir, il faut coder. Mais quelque part, c'est une forme d'éducation. C'est une manière aussi de dire à son enfant, attention, tu ne dois pas regarder ces chaînes. C'est éduquer aussi quelque part. Donc, on voit aussi le code parental comme sous le prisme de l'éducation, tout simplement aussi. Comme un début de tabou. Mais je pense que de ce côté, c'est quand même protectionniste. Oublions le tabou. Revenons au principe de l'éducation. Parce que quelque part, c'est pas aussi éduquer le fait d'interdire certaines chaînes avec un mot de passe. Je pense que c'est plus protectionniste qu'autre chose. Et pour dire aussi qu'on ne peut pas tout faire ou on ne peut pas avoir accès à tout. À un moment donné, l'homme aussi, l'enfant, doit comprendre qu'il ne peut pas avoir accès à tout à un moment donné. Oui, Rémi, allez-y. Voilà, différent de M. Nathan, pour moi, je dirais que c'est vraiment l'éducation. C'est une façon d'éduquer l'enfant parce que s'il y a un code, c'est qu'il y a interdit. Si on met un code, c'est qu'on veut cacher quelque chose derrière cette chaîne-là. Et donc, pour que l'enfant ne découvre pas ce qu'il y a dedans, on met un code. Et en général, c'est très facile d'avoir le code, parce que c'est papa qui l'a ou c'est le maman qui possède le code. Et c'est très, évidemment, on ne verra jamais un enfant aller dire « Ah, maman, j'ai besoin de ce code pour regarder telle chaîne. » Mais comme vous l'avez dit, si c'est codifié, c'est qu'on n'a pas accès à cette chaîne, en fait. Donc, quelque part aussi, c'est assez difficile. Oui, allez-y. Et je me dis... si on met un code, c'est pour éduquer. Parce qu'il y a des choses, il y a des informations, il y a des images qui passent là-dedans qui peuvent heurter la sensibilité de l'enfant. Il n'a pas encore l'âge à guérir pour visionner ces choses-là. Donc, on met un code. Le jour où il aura l'âge, il pourra tout simplement acheter sa télévision et mettre son code et regarder tranquillement. Donc, c'est une façon d'éduquer parce que si l'enfant a un âge, à l'âge qu'il a, il voit déjà des choses qui ne sont pas adaptées à son âge, ça devient très dangereux aussi. Donc, pour essayer de sécuriser cela, pour essayer de maintenir une plateforme d'éducation aussi, on met un code. Tout simplement, on met un code dans nos chaînes de télévision. Vous partagez cet avis, Samantha, allez-y, vous voulez rebondir sur un point? Moi, je dirais que c'est vrai, c'est l'éducation. Mais derrière le code, ça suscite aussi la curiosité des enfants. Il va se demander, mais pourquoi on a codé? Mais ça facilement, mais ça on peut l'expliquer, je veux dire, on peut expliquer à l'enfant que si j'ai codifié... Oui, mais si j'ai codifié, c'est par rapport, mais au fur et à mesure aussi que l'enfant
va grandir, l'enfant va certainement... Voilà, et puis donc je me dis que c'est vrai, c'est l'éducation, mais quand même derrière tout ça... Voilà, mais ça... On peut pas laisser le libre arbitre comme ça, parce que si on est tous liberté, mais il y a danger. Où nous sommes, si on laisse tous liberté, où nous sommes en fait. Parce que sa psychologie n'est pas adaptée à des images qu'il va voir. C'est pas tout qu'on doit directement trouver comme ça, exposer. Non, il y a des moments où il faut essayer de codifier pour comment on appelle ça, pour mieux garder l'information. Et après, quand il sera apte, il va acheter sa télé. Et il suivra comme il veut. On va revenir. Bon, en tout cas, c'est le mal qu'on souhaite à tout le mal qu'on souhaite à nos enfants, c'est de pouvoir demain travailler à acheter leur télévision. On va revenir sur nos thématiques, s'accrocher à notre thématique en parlant de code secret. Nathan, est-ce que quelque part aussi le code secret, parce qu'on l'a dit aujourd'hui, on est très jeune, on est très connecté, voilà, et on est souvent victime de vol. Parce que Rémi a parlé de fermer la maison et de revenir et de venir avec les clés, mais derrière on a des cambrioleurs aussi. Et c'est pareil pour le numérique. On se fait parfois voler nos téléphones, donc quelque part ça nous protège aussi le mot de passe en fait derrière le code secret. Oui, effectivement, je pense que c'est même l'un des buts, cette sécurité-là, parce qu'on ne sait pas dans les mains de qui notre téléphone va tomber, quelles sont les intentions. Le vol même, c'est encore une chose. Il y a des personnes très mal intentionnées autour de nous. Un ami, un pseudo-ami, peut prendre notre téléphone, prendre des informations sensibles et les divulguer, par exemple. Il y a toute cette complexité aussi de l'humanité aussi qui fait en sorte qu'on crée une certaine distanciation ou la confidentialité, comme il a dit. Et donc, parce qu'on se dit, je ne sais pas entre les mains de qui va tomber mon téléphone. D'accord, donc il y a toutes ces questions-là, c'est cette crainte-là aussi qui fait qu'on est obligé. On va parler de crainte, Samantha, mais avant je vais aller avec Bérénice. Le sujet, je l'ai un petit peu écorché, amorcé tout à l'heure, en parlant évidemment du rôle et de la responsabilité de ces codes secrets au sein d'un couple, parce qu'on sait ce que ça peut causer. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ces codes secrets, faut-il les éviter quand on est en couple ? Non. Et pourquoi ? Catégorique. Non, catégorique. Parce que moi, je suis dans l'optique où l'homme est un loup pour l'homme. Certes, on est copains, on est copines, on est fiancés, mais la confiance n'exclut pas la méfiance. On ne sait pas avec qui. Déjà, où nous sommes dans un monde assez compliqué. Donc, je dirais... Bon, je suis un peu partagée parce que c'est... Partagez-nous votre partage. Oui et non. Voilà. D'accord. Je dirais oui. On va commencer par le oui et on finit par le non. Le oui, pourquoi ? Parce que quand on est en couple, il y a cette force de confiance, il y a c'est un partage en fait. Vous devenez un au lieu de deux. Donc, normalement, ce qui lui il cache, toi tu dois connaître. Ce que moi je cache, tu dois connaître. Mais malgré cela, on a toujours nos secrets. Vous voyez même, je prends exemple. Excusez-moi d'entraîner là-bas, même un couple qui est marié, l'homme a toujours ses secrets, la femme a toujours ses secrets. C'est pas tout, il va dire à la femme, c'est pas tout, elle va dire à l'homme. Oui. Donc c'est dans ce sens que moi, si je reviens sur les codes secrets, c'est pas tout que je vais dire à mon mari, c'est pas tout, mon mari va me dire. Mais oui, parce que voilà, c'est la confiance, on dit, c'est la... Voilà. Exact. D'accord. La confiance n'exclut pas la méfiance. Évidemment, avant de prendre l'avis des hommes sur ce plateau, Samantha, est-ce que vous allez dans le même sens que Bérénice ? Aujourd'hui, évidemment, le code secret, même si quand on est en couple, c'est cette capacité à remplacer le je par le nous, donc de nous impliquer pour essayer d'installer cette forme de complicité, d'amicalité, de béatitude dans le couple. Le code secret, vous le donnez ou vous ne le donnez pas dans le couple ? Moi, je dirais oui. D'accord. Si... comme on l'a bien dit, on prend le... Bérénice, elle est en train de sourire. Oui, elle est en train de sourire. Vous dites oui. Ouais. Vous dites oui. Moi, je pourrais... Ah, si, il entend ça. Moi, je pourrais dire... Moi, je dis oui. D'accord. Je pourrais, mais moi, je dis oui parce qu'on sous-entend que si nous sommes en couple, c'est plus le jeu, c'est le nous. Donc, on partage tout.
et même Jusqu'au certains code secret, sachant tout ce que ça peut impliquer derrière. Ça peut impliquer. Mais ça aussi parce qu'on veut aussi cacher des choses derrière. Et c'est tout là ça. où je voulais en venir, parce que le fait de ne pas donner le code, quelque part, l'image, ou bien Quand l'idée on que vous voit. installez, c'est que vous cachez quelque chose. Voilà. Moi, du moment où si moi, par exemple, si je ne suis pas en couple, c'est normal, je peux mettre mon code. Mais si je suis en couple et que mais je vais devoir te donner mon code, et que toi aussi tu vas aussi devoir me donner ton code. Bon. Si on veut vraiment rester dans le cadre de nous et de se faire confiance. Mais maintenant, mais Régis, on parle de quel code d'abord? Le code Parce du que téléphone, si le on code du parle téléphone. téléphone, non, si on code du téléphone. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs codes. Hein. Facebook, Il y a code Facebook, il y a code Insta, il y a code WhatsApp, il y a code même pour les photos, il y a code pour beaucoup de choses. Donc, moi, essayez de je parle éclairer de pour code, par parce exemple, que les codes. code téléphone, donc avoir accès à Code de ton téléphone. sécurité. Même code bancaire, ça peut y arriver. Ton conjoint ou je sais pas, ton petit ami peut être dans des situations vraiment compliquées. Et que si toi tu as sa carte bancaire, on te dit qu'il faut aller chercher de l'argent pour pouvoir sauver ton petit ami. Et imagine que lui, il est inconscient. Donc il ne sait pas. Tu as la carte devant toi. Justement, c'est intéressant ce Et tu as la carte devant toi. Et Voilà dans ce pourquoi cas, tu j'ai fais demandé comment? la spécificité des codes. Non, Parce mais que dans parce ce que moi, je suis avec un de... En parlant justement, en parlant de couple et des C'est ça, en téléphones, fait. en parlant de Dans couple cette et situation, des tu fais téléphones, comment? Nathan, Ouais. il y a des couples qui utilisent le même téléphone. Le mari et la femme utilisent Exact. le même téléphone. Donc quelque part, le fait aussi de créer cette forme de, on va dire, de transparence au sein du couple, ça peut en tout cas envoyer une forme de parfaite communion, complicité au sein du couple. Rémi, elle a parlé également de, lorsqu'on est en couple, il va falloir garder, avoir son jardin secret, on va le dire ainsi. Pour revenir à notre thématique, le jardin secret, c'est important, hein, même si on n'est pas en couple quelque part. Oui. Oui, effectivement, le jardin secret, c'est important. C'est un avis que je partage. C'est-à-dire, lorsqu'on est en couple avec une personne, au-delà de notre relation, nous avons, enfin, moi j'appelle ça, pour les hommes, j'appelle ça nos petits péchés mignons qu'on va extérioriser. Maintenant, la femme, à cause de ça, la femme va trouver le téléphone comme un moyen de découvrir tout ce que l'homme fait. Alors que c'est l'homme qui doit aller vers l'homme pour lui dire je fais ça, je fais ça. Mais pourquoi avoir des petits péchés mignons mais après ça se mérite, hein, c'est-à-dire péché mignon déjà ça c'est mais après ça se mérite, hein, c'est-à-dire donner son code secret à sa petite amie, ça se mérite. Et quels sont les critères selon vous pour mériter ce code secret? La communication, la confiance. Parce que c'est comme l'a dit Samantha tout à l'heure, je peux être en situation de danger et si la personne qui est proche de moi n'est pas capable d'avoir accès à ma vie privée, qui sont les codes bancaires, les téléphones, ça devient aussi dangereux. Je vous prends un exemple. Moi, j'ai des personnes, bon, je vais dire ceci, j'ai 2 personnes qui ont accès à mes codes bancaires, à mes codes du téléphone, parce qu'on ne sait pas où je peux me retrouver. Et si la personne ne rentre pas dans ma vie secrète pour appeler ou je ne sais pas, pour avertir ou bien pour prendre ma carte bancaire, ça devient aussi dangereux pour moi. Oui. Donc quelque part, l'on ne vouloir vous couper, Rémi, on va y revenir. Quelque part, c'est important de partager ces informations jugées privées, personnelles, Nathan. Est-ce que déjà vous êtes dans cette démarche-là, dans cette philosophie-là? Non, la philosophie de code secret. De partager son code secret à une personne qu'on estime étant très proche, parce que comme on l'a dit, on n'est pas à l'abri de tout danger. Donc le fait de donner par exemple son mot de passe à une personne qui nous est proche, ça peut évidemment nous faciliter la vie. Samantha a parlé d'une situation où, supposons on est sur un lit d'hôpital, on a besoin d'une somme d'argent et que la personne sur le lit d'hôpital ne peut pas évidemment se déplacer pour aller jouer, on va dire comme on dit dans le jargon, jouer au robot pour récupérer des sous. Vous avez le mot de passe de cette personne. Est-ce que vous, Nathan, vous êtes dans cette logique de me dire, ça peut arriver que je me retrouve dans une situation compliquée, de ce fait, je dois partager mon code secret avec une personne, on a parlé de confiance, une personne à qui j'ai entièrement confiance. Je pense que ça va de soi. Hein. Il faut impérativement le faire. Dans le sens où il y a des situations vraiment dérangeantes qui peuvent nous arriver. Il y a des situations... Est-ce que c'est le cas pour vous? Vous l'avez partagé, vous, le code secret là? Oui. Je pense que certains codes secrets, pas tout comme ça. Certains codes secrets. Moi, je pense que
il y a des choses qui sont utiles à faire, d'autres pas. Mais le code bancaire, par exemple, c'est important parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et il y a aussi la réalité. Moi, j'insiste sur le fait que Bérénice a parlé de ça en bref. On ne sait pas qui est qui aujourd'hui. D'accord. Vous pouvez être avec une personne qui dort avec vous. Moi, j'ai entendu un mari dire à sa femme avec qui il a fait 20 ans de mariage que tu ne sais pas que tu peux dormir avec quelqu'un sans connaître qui il est après 20 ans. Vous voyez que il y a des choses il y a eu des expériences, des choses qui ont été vues qui font en sorte que on reste suspicieux. Ce n'est peut-être pas bon, mais la prudence aussi. La prudence aussi existe. Donc, il faut être très prudent aussi aujourd'hui. Au 21e siècle, on ne sait pas à quoi les gens sont prêts, jusqu'où les gens sont prêts à aller. Donc, il faut être prudent. Moi, je pense qu'il faut surtout être sage. Il y a des personnes avec qui on peut partager certaines choses et d'autres pas. Revenons sur les mots de passe et les codes secrets. Samantha, vous l'avez dit, vous utilisez le même mot de passe pour tous vos réseaux sociaux. Non, avec des petites modifications. Évidemment. Voilà. Est-ce que pour être plus rassuré lorsqu'on met un mot de passe, il faut mettre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on met en général? C'est un nom. Voilà, un nom, des chiffres. Des chiffres. Oui. Ou alors une année qui a marqué. Oui, une année. Est-ce que Bérénice, plus le mot de passe il est lent, plus on est rassuré? Oui, moi mes mots de passe sont lents. Toi-même tu le sais, mes mots de passe sont très longs. C'est là. Et pourquoi ça vous rassure vous, plus le mot de passe il est lent? Voilà, je ne sais pas parce que bon c'est la petite histoire hein, tout le temps. Quand je donne par exemple, je prends exemple hein, sur mon email, quand quelqu'un me demande, je veux ton email, je vais commencer à écrire la. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, mais c'est juste comme ça, c'est juste pour le feeling. Mais moi, je trouve que plus le mot de passe est lent, plus il y a... Rémi, est-ce que c'est pas psychologique quelque part? Parce que si on met un mot de passe de 4 chiffres, c'est suffisant, vous êtes sécurisé. Pourquoi avoir un long mot de passe quelque part? Effectivement, c'est bon. Pour moi, je me dis c'est psychologique parce qu'on s'est dit, plus il est long, plus on a la sécurité. Voilà. Mais tu peux te tromper sur le B majuscule alors que c'est le B minuscule. Exactement. Voilà. Et ça peut être un piège contre nous-mêmes parce que plus le mot de passe est long, on ne sait pas quel chiffre on a mis au milieu, on ne sait pas où se trouve la lettre majuscule. Alors que lorsque c'est un mot de passe simple, précis et concret, voilà, tu tapes ton mot de passe, tu as accès à tes données tranquillement. Nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Alors on va faire un tour de table. En quelques mots, nous dire quelles sont vos attentes, vos vœux, en tout cas pour cette nouvelle année 2021. Nathan, on va démarrer par toi en quelques mots. Ça, je suis choqué là. Que l'année soit une année de pragmatisme quand même. Que l'on se donne au travail un peu plus. Et Bérénice? Moi, c'est plutôt la santé, parce que sans la santé, on ne fait Évidemment, rien. 2020 a été un peu compliqué. Nous sortons d'une crise sanitaire qui a... Nous allons sortir. Alléluia, Inch'Allah. Nous allons sortir de cette crise, voilà. Donc, je souhaite à tout le monde une santé de fer et une prospérité, surtout en argent. Et évidemment, Rémi, et vous, quelles sont vos attentes pour cette nouvelle année 2021? La santé et les finances. Vraiment, la santé et les finances, l'économie a été boostée. Et voilà, c'est ça. Voilà, il faudrait que la jeunesse soit capable de relever ces défis-là pour se prendre en charge et atteindre une autonomie financière. Eh bien, Samantha, on va terminer avec vous. Oui, moi je dirais aussi la santé et en même temps aussi que l'on ait la réussite, que l'on se batte pour atteindre nos objectifs. Déjà, comme c'est une nouvelle année, on va devoir se fixer certains objectifs. Et donc, arriver au terme de cette année, évidemment, santé et atteindre ses objectifs. Exactement. Et c'est la fin de cette émission Génération News. Merci de l'avoir regardé. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, toujours lié à l'actualité, avec les jeunes évidemment. D'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes et gardez le sourire.